Comme il vous il a été rappelé par Jean-Yves Mérindol, donc nous sommes un des 9 projets qui ont été retenus par Sorbonne Paris-Cité. Dans un premier temps pour un programme qui devrait durer 4 ans, mais 4 ans avec une évaluation de l'activité de ce programme à la mi-2016. Et je dirais l'avantage de ces communes qui se forment, c'est qu'à ma connaissance, c'est l'une des premières fois qu'un programme pluridisciplinaire avec une telle présence des sciences humaines et sociales a un soutien financier de l'envergure que celui que nous avons eu, ce qui est rare, et ce qui montre à quel point il y a là une nouveauté qui est en train d'apparaître, parce que les programmes pluridisciplinaires ne sont pas si facilement soutenus, donc je tenais à souligner ça. Donc je vous ai déjà indiqué que ce programme était copiloté par Céline et moi-même. Céline est philosophe, directrice du Centre d'études du vivant et membre du Centre Georges Ganguilhem. Et moi-même, je suis donc professeur de psychopathologie et membre du Centre de recherche psychanalyse, médecine et société. Vous avez là l'ensemble des équipes qui participent à ce programme, presque une vingtaine d'équipes déjà, qui, comme vous le voyez, sont issues des 4 universités de Sorbonne Paris-Cité, plus l'école des hautes études en santé publique. Et en tenant compte que ça, c'est les équipes qui ont participé au programme dès le départ, parce que notre programme a été labellisé par Sorbonne Paris-Cité en fin septembre, mais c'était à la suite déjà d'une année d'activité à laquelle certaines de ces activités, vous avez pour certains d'entre vous déjà participé. Et donc ça, c'est le noyau des équipes de départ de ce programme, qui ne sont pas ni exhaustifs ni limitatifs, et qui donc peuvent venir se renforcer. Comme vous le voyez, elle couvre un large panel de disciplines biomédicales, histoire, philosophie, éthique des sciences, psychanalyse, lettres, cinéma, culture anglophone, sciences sociales et santé publique. Et nous sommes déjà inscrits dans un ensemble de partenariats internationaux assez importants, tant au niveau de l'Europe que des États-Unis, du Canada, de l'Amérique latine. Et je dirais, l'un des aspects du programme, en dehors des interactions avec la société, c'est aussi ce réseau international de recherche de gens de chercheurs qui sont autour de cette thématique de la personne en médecine. Et sur certains points, il y a des endroits, par exemple sur la formation, où nous avons fort à gagner du côté de ces collaborations. Alors pourquoi des recherches pluridisciplinaires et interdisciplinaires concernant la médecine et la santé ? Un certain nombre de choses ont déjà été dites par les orateurs qui ont ouvert cette journée, c'est-à-dire la médecine, dès sa naissance, est au carrefour de plusieurs disciplines. Entre sa connexion à son origine avec la religion ou avec la philosophie, c'était déjà net, et je dirais sans arrêt, ce que pose la question du soin impose effectivement de collaborer avec l'histoire, les sciences sociales, la psychanalyse, la philosophie, un ensemble, je dirais presque toutes les disciplines qui concernent les sciences de l'homme et même dans certains cas les sciences du vivant. Il nous semble qu'aujourd'hui les évolutions qui ont eu lieu dans la médecine exige effectivement de défendre et de soutenir que la vieille alliance entre la médecine et les humanités est toujours d'actualité. Non pas dans une opposition avec l'alliance de la médecine et de la science. Il ne s'agit pas de choisir entre l'un et l'autre. Les apports de la science sont tout à fait bénéfiques et centraux pour la médecine, mais il ne faudrait pas que derrière les données scientifiques et les apports de la science soient perdus effectivement la dimension de la personne dans ses pratiques. On pourrait dire que ces développements de la science ont fait que les vieilles tensions qui ont toujours existé entre art de soigner et sciences de vie, recherche de la guérison et promotion de la santé, individus et population, sont aujourd'hui exacerbées. C'est-à-dire elles ont toujours existé, mais elles sont à un moment particulier de leur histoire, ces tensions, et c'est dans ce moment particulier que s'inscrirait le programme, en tenant compte sans doute en plus que le discours de la science et le discours de la médecine sont devenus des discours dominants. Il faudrait même s'interroger sur comment, au niveau des valeurs, des représentations de l'homme, elles ont remplacé des vieilles idéologies, d'anciennes visions du monde, et elles ont une place aujourd'hui centrale dans la vie quotidienne. Il y a une médicalisation, une présence
de ces discours dans le quotidien, dans le social, dans les politiques de santé. Et donc, il nous semble qu'il y a là un lieu paradigmatique pour l'ensemble de la société, et pas seulement pour la médecine, qui permet d'évaluer effectivement quelles sont les conséquences de l'avancée du discours de la science sur la subjectivité contemporaine. Il y a eu d'énormes mutations de normes, de valeurs, et donc il nous semble qu'il y a là un défi épistémologique pour l'ensemble des sciences de l'homme, et on repère les effets de ces changements, et ce n'est pas exhaustif, dans le champ des pratiques médicales et du rapport du sujet contemporain à son corps, sur le questionnement de l'autonomie de la personne dans son rapport à la vulnérabilité, dans le champ des migrations et des phénomènes transculturels, dans les problématiques de santé liées à la prévention et au dépistage de certaines maladies, dans le développement de la médecine génétique et prédictive, dans tout ce qui est lié à l'importance croissante des maladies chroniques liées entre autres au progrès de la médecine, c'est-à-dire la capacité de soigner et je dirais de faire face à certaines maladies, à créer des phénomènes de chronicité qui deviennent absolument importants, dans ceux liés au vieillissement, dans une tendance à la médicalisation des souffrances, qu'elles soient psychiques ou socioprofessionnelles. Et à côté de ça sont apparues un ensemble de nouvelles demandes sociales liées à la transformation du corps, à la procréation, à la fin de vie. Et ça entraîne, une des conséquences de ça, c'est les choix de société en matière de financement et de répartition des ressources de santé, qui est un enjeu central dans notre programme, n'a pas à faire l'économie, mais même à l'affronter. Je dirais alors, pourquoi des recherches sur la personne en médecine ? Sans doute parce que la médecine, en se faisant de plus en plus scientifique, est de plus en plus tiraillée entre les exigences et les contraintes de la scientificité et les exigences et les contraintes d'humanité de cette pratique. Et je dirais, il nous semble absolument central de défendre une position qui est qu'il ne faut pas choisir entre ces deux exigences qu'il faut porter avec ses contradictions et les conflits qu'elles engendrent, pour rester centré autant que possible sur la réalité psychologique, sociale, anthropologique et historique du patient. Et pour maintenir quelque chose, c'est qu'un patient, même si l'ensemble des données qu'on peut rassembler le concernant peuvent mieux cibler les traitements qu'on lui donne, ne peut pas disparaître derrière ces données, et qu'au cœur de la pratique médicale reste toujours la rencontre avec un individu singulier, qui est un humain souffrant, porteur d'anxiété, d'espoir, et qui attend des soins, mais aussi des réponses donnant sens à ce qu'il vit. Alors je dirais, c'est ce paradoxe-là qui fait que la médecine, par exemple, il y a un courant de la médecine aujourd'hui qui est la médecine personnalisée, où paradoxalement, l'usage de l'adjectif personnalisé fait l'économie que c'est sans doute une médecine menacée par l'oubli de la personne. Parce que ce qu'on appelle la personne, c'est l'ensemble des données et des indicateurs biologiques, génétiques concernant ce patient, qui certes permettent de cibler, comme je le disais déjà, une médicamentation très précise, mais d'une certaine façon, la personne dans sa totalité peut être perdue de vue. Alors je dirais un des aspects du programme, c'est d'améliorer effectivement les pratiques et les politiques de santé, en ne se concentrant pas sur la médecine personnalisée, mais vraiment sur les figures contemporaines de la personne en médecine aujourd'hui. Notre ambition, c'est de tenir, et ça c'est un point original, c'est qu'il ne s'agit pas de la subjectivation uniquement des malades, mais de leur entourage et aussi des professionnels de santé. C'est-à-dire, nous sommes convaincus qu'il faut interroger la manière dont l'ensemble de ces personnes, patients, familles, professionnels, font l'expérience de la médecine et de la maladie, se conçoivent, agissent, construisent leur identité personnelle et sociale dans cette aventure. Et notre hypothèse centrale, c'est que les modes de subjectivation des patients et de leur entourage ne peuvent être analysés qu'au même temps que les modes de subjectivation des professionnels de santé, car ils s'influencent réciproquement et sont une dimension essentielle aujourd'hui du soin. Alors, le programme, comme je vous l'ai dit, se développe sur 3 axes, dont voici les intitulés. Le premier, ils seront présentés en détail après, donc je ne fais que citer leurs intitulés. C'est les modes de subjectivation des patients et de leur entourage, avec la thématique de la maladie à vie, c'est-à-dire cette question de sujets, de citoyens qui se construisent et vivent avec une présence de la maladie au quotidien et quelque chose qui est tout au long de la vie
la maladie peut prendre de plus en plus d'importance. L'axe 2, qui est les transformations de la clinique et les nouveaux paradigmes du soin. Et l'axe 3, qui est l'histoire et l'actualité des modes de subjectivation des médecins et des professionnels de la santé. Et sur ce, je passe la parole à ma complice, Céline Lefebvre, qui va continuer cette présentation. Merci François. Alors, afin de compléter donc, ce que nous a dit François Villa, je voudrais redire quelques mots du contexte, même si on en a déjà un petit peu parlé. Vous dire qu'on a construit ce programme en fonction du contexte biomédical contemporain dont a parlé le doyen Schlemmer, en évoquant la médecine de la santé, mais que nous avons pris dans ce programme par son envers, c'est-à-dire non pas la médecine de la santé, mais la médecine de la vie avec la maladie. Mais en fait, c'est une seule et même réalité avec deux faces. Cette médecine englobe non seulement la prise en charge et la recherche sur les maladies chroniques, dont les maladies génétiques, dont a parlé François Villa, mais aussi l'ensemble des pratiques qui sont tant liées à la prévention, au dépistage et à la prédiction, on en reparlera tout à l'heure, qu'à l'après-traitement, au rétablissement et aussi à l'incurable. Cette médecine de la vie avec la maladie englobe aussi la médecine pédiatrique, la médecine de l'adolescence, tout autant que l'accompagnement du vieillissement et de la fin de vie. De sorte donc que ce qu'on appelle la médecine de la santé, à son envers, cette médecine de la maladie qui s'entrelace désormais d'une manière étroite et dans la durée à la vie. C'est la maladie donc dépistée mais sans symptômes, vécue sur le mode de l'incertitude et de l'anticipation, évolutive et vécue sur le mode de l'imprévisible et du chaos, surmontée, enfin, souvent, mais dont on craint la récidive ou encore la transmission à ses enfants. Le programme s'inscrit aussi dans un contexte social, anthropologique et politique, dont je voudrais dire un tout petit mot, marqué par l'extension du domaine du soin, des demandes, des relations et des lieux de soins. C'est ce que Frédéric Worms a appelé le moment du soin, depuis la famille et l'école, jusqu'au travail, jusqu'à la maison de retraite ou à la maison de santé. Ce qui implique de penser désormais le soin, et en fait on a depuis le début de la journée fait comme si c'était naturel, alors qu'en fait c'était comme si c'était tout à fait acquis, mais en fait c'est très nouveau, de penser le soin au-delà des gestes et des métiers infirmiers, et de l'inscrire au cœur de la médecine, ce qui enjoint celle-ci à repenser de manière très concrète et très pratique, notamment à l'hôpital, la tension qui la caractérise entre science de la vie et art de soigner. Ce sont des termes de Canguilhem. C'est donc à ce prix, au prix de cette pensée du soin, que la médecine peut être soignante, orientée vers une double polarité, le soutien de l'individu et de son autonomie, mais aussi le souci de l'égalité et de l'inclusion dans la vie sociale contre les effets d'isolement et de discrimination, ou au moins d'inégalité, qui sont liés à beaucoup de maladies. D'autre part, le programme s'inscrit dans un contexte de globalisation de la santé dont on n'a pas encore parlé, globalisation des maladies, des risques et des résistances, notamment infectieuses, ce qui implique donc dans ce programme de penser les questions de justice sociale, du plus local au plus global, comme on a essayé de le faire récemment avec Guillaume Lachenal et Winh Kim Nguyen dans la médecine du tri. Par conséquent, le titre du programme ne doit pas tromper la personne en médecine. Il ne s'agit pas d'un programme inspiré de la philosophie kantienne où la personne en médecine, patient ou médecin, serait conçue de manière abstraite comme un sujet qui résonne à partir d'une indépendance idéale. Et ce n'est pas non plus un programme nostalgique d'une rencontre intersubjective qui aurait été autrefois plus humaine entre un patient et son médecin, détaché de la pluralité des acteurs de santé et détaché de la société. Il s'agit donc, et François l'a indiqué, en insistant sur le terme de subjectivation qui nous tient à cœur, de rompre avec les conceptions de la subjectivité comme seule intériorité psychique ou comme capacité décisionnelle radicalement autonome. Notre objet tient plutôt à décrire la subjectivation des personnes depuis l'intérieur des normes, des institutions et des relations sociales et médicales dans lesquelles elles sont plongées. L'enjeu, donc, c'est plutôt de penser la subjectivité et la personne et la subjectivation comme des stratégies d'existence et aussi comme des moyens de gouvernance. Enfin, un dernier élément de contexte qui a aussi trait à la question de la subjectivation nous apparaît pertinent pour penser l'interdisciplinarité du programme.
Beaucoup d'acteurs de santé, des professionnels, des patients, des étudiants, des associatifs éprouvent désormais le besoin de raconter, je pense qu'on y reviendra, et de réfléchir leurs expériences et leurs pratiques. C'est ce que montrent l'efflorescence sur des supports très divers, dont le web, de récits de maladies qui témoignent du fait que les besoins vitaux des personnes malades ont changé. Ces besoins vitaux, ce sont désormais aussi l'information adaptée, les relations de compréhension et de soutien, la participation à la décision médicale, la qualité de vie et l'espoir. C'est aussi ce que montre le souhait de beaucoup de professionnels de santé, soit étudiants, soit déjà praticiens, de s'approprier les outils des sciences humaines et sociales. Et en regard, les sciences humaines et sociales, entendues ici dans un sens large, prennent de plus en plus pour objet la matière étrangère qu'est la médecine et qu'est la santé, au point que les études sur la médecine et la santé donnent lieu à des branches disciplinaires substantielles, que ce soit de l'anthropologie, de la sociologie et même de la philosophie. Donc tout cela fait que les axes thématiques que nous avons choisis et l'interdisciplinarité même de la personne en médecine sont appelés par ce contexte dont j'ai essayé de brosser à grands traits le portrait. Donc ce programme participe de ce moment, participe de ce contexte où demande sociale d'un côté et sciences sociales de l'autre se rencontrent et rendent indispensable l'interdisciplinarité sous la forme double de recherches qu'on connaît, qui sont classiques en SHS sur la médecine considérée comme objet, et des recherches collaboratives impliquant conjointement SHS et sciences médicales, recherches plus ambitieuses, plus novatrices, que nous appelons de nos voeux dans ce programme. Alors, pour revenir à la manière dont le programme fonctionne, il a déjà financé et continue de financer une trentaine de projets, mais l'objet de cette journée, c'est de faire qu'ils s'ouvrent et qu'ils s'enrichissent. Il a déjà lancé 2 appels à propositions, l'un en mars 2014, lors de notre première année de pré-fonctionnement, et puis un appel à propositions est actuellement en cours jusqu'au 15 février. Nous examinons, un comité de pilotage et scientifique examine également les projets reçus au fil de l'eau. Et nous avons donc une gouvernance avec un comité de pilotage et scientifique qui est composé des représentants de l'ensemble des équipes impliquées et aussi de personnalités extérieures à ces équipes. Je vais laisser la parole à nos 3 responsables d'axes. Comme l'a cité François, 3 axes qui eux-mêmes se déclinent en thématiques qui elles-mêmes recouvrent déjà souvent plusieurs projets. Peut-être qu'on laissera ces diapos-là un tout petit peu tout à l'heure, mais vous allez les retrouver. Et dernier élément d'information, notre colloque pluridisciplinaire que nous avons réalisé l'année dernière en mars 2014, Vivre la maladie, expérience et identité contemporaine, est en intégralité en ligne, donc sur YouTube. Et puis nous avons évidemment un site qui est actuellement en cours de construction. Je vous remercie. Je demande à Bernard Pachou et à Sylvie Finzang de venir. Donc je vais passer la parole à notre collègue Sylvie Finzang, qui est anthropologue, cette fois-ci je ne me suis pas trompé, membre du CERMES 3 de Paris-Descartes, qui est donc une des animatrices de l'axe 1 sur les modes de subjectivation des patients et de leur entourage, la maladie à vie, qui va donc nous présenter cet axe. À toi, Sylvie. Merci. Alors, une des façons de s'interroger sur la personne en médecine, c'est d'étudier la manière dont l'individu fait l'expérience de la maladie et la manière dont il se construit comme acteur de sa maladie. Alors dans ses dimensions à la fois psychiques, sociales, éthiques et politiques. Donc c'est ce qui va se faire au sein de l'axe 1 qui porte sur les modes de subjectivation des patients et de l'entourage face à la maladie. Les recherches de cet axe prennent en compte les tensions qui existent entre la personne et la médecine d'une part,
et entre certaines valeurs et les situations dans lesquelles se trouvent les malades d'autre part. Par exemple, le fait que l'on ait une approche médicale de la maladie qui est fondée sur les statistiques et une approche personnelle qui aborde la maladie comme événement individuel avec un décalage entre ces différents niveaux d'appréhension de la maladie. Le fait aussi que l'on ait une revendication d'autonomie de la personne, avec une revendication de ce qu'on appelle le pouvoir du malade ou un empowerment, et puis en même temps une personne qui est dans un état de vulnérabilité en raison de sa maladie et qui va s'ajouter aux autres vulnérabilités dont elle fait l'expérience, vulnérabilité sociale, culturelle, etc. Alors les difficultés que soulèvent ces tensions et ces contradictions s'expriment de manière différente, bien sûr, selon les pathologies et selon les contextes ou les réalités auxquelles l'individu fait face aujourd'hui, avec, par exemple, ce qui a été cité tout à l'heure, parmi ces caractéristiques du contemporain, qui a véritablement un visage un peu nouveau aujourd'hui, c'est tout ce qui implique les nouvelles techniques de dépistage, le développement de la médecine prédictive, l'importance croissante des maladies chroniques, où les individus tendent à être de plus en plus véritablement malades à vie et qui interrogent la notion de guérison, le vieillissement, les nouvelles demandes sociales dans le champ de la procréation, par exemple, ou les questions soulevées par la fin de vie. Alors, l'individu est envisagé ici comme un sujet qui est impliqué dans des relations sociales, dans des groupes ou dans des organisations, et qui est confronté à des institutions. Face à ça, étudier la subjectivité de l'individu va supposer de considérer les moyens dont il dispose en tant que personne et en tant qu'acteur social pour vivre au sein de ces réseaux de relations et de considérer également les valeurs qui le modèlent ou qui le mobilisent dans ses représentations, dans ses choix et dans ses actes face à la maladie. Alors, les recherches qui relèvent de cet axe étudieront donc les expériences et les identités des personnes confrontées à la maladie, notamment chroniques, même si ce n'est pas seulement les maladies chroniques, autour des questions suivantes. Comment l'identité de malade s'articule-t-elle avec les autres identités individuelles ? Comment les malades s'approprient-ils les savoirs liés à leur maladie ? Comment leur expérience de malade se structure dans la durée ? Quels sont les besoins psychiques des malades engendrés par la maladie chronique, dans le cas particulier des enfants et des adolescents ? Quel est le vécu des personnes greffées, avec la question de l'appropriation du greffon, mais aussi quel est le vécu de l'entourage et celui des donneurs d'organes ? Comment les individus gèrent-ils leur rapport aux médicaments et aux risques associés à leur consommation ? Et quelles sont les stratégies qu'ils développent pour faire face à ce qu'ils perçoivent comme un risque. Comment s'organisent les trajectoires de malades et comment se construit une action judiciaire collective avec l'exemple des victimes du Distilbène. Comment évolue la frontière entre normal et pathologique à l'intersection des normes sociales et des normes médicales? Quelles sont les nouvelles normes de vie avec la maladie, après la maladie ou après un traitement? Quelles sont les incidences psychiques des états pathologiques ou des déficits sensoriels? Ou encore, quelle est l'expérience d'une maladie génétique? Vous voyez que ça couvre un nombre important de questions, donc de toutes ces recherches qui relèvent de l'axe 1. Alors, ces diverses questions qui renvoient aux représentations sociales et culturelles passées et présentes de la maladie et de la médecine seront abordées, et là je veux le répéter, mais ça a déjà été dit, c'est important, de manière pluridisciplinaire, puisqu'elles mobiliseront, à côté de la médecine, aussi bien les sciences sociales que l'histoire, la philosophie, l'éthique, le droit, la psychanalyse, mais aussi la littérature, avec un intérêt marqué pour les récits de malades, dans la mesure où ces récits donnent à voir le vécu psychique et social par la personne de sa maladie. Voilà. Merci Sylvie. Je vais passer la parole à Bernard Pachou, qui est
psychiatre et professeur à l'UFR d'études psychanalytiques et membre du Centre de recherche psychanalyse, médecine et société, et qui va nous parler donc de l'axe 2, les transformations de la clinique et les nouveaux paradigmes du soin. Cher Bernard, je te laisse la parole. Donc, je vais présenter cet axe qui comporte déjà une diversité de thématiques sur lesquelles des actions de recherche sont engagées, médecine fondée sur des valeurs, la décision médicale partagée, la perspective ou le paradigme du rétablissement, le paradigme des soins de support, conception élargie du soin comme relation sociale, et puis un des thèmes que Céline a évoqué sur la santé, le soin en santé mondiale et la médecine personnalisée. Alors, pour trouver un fil directeur, je voudrais mettre l'accent sur cette notion de médecine centrée sur la personne, et il y a plein d'arguments pour valoriser cette approche. Je vais en citer deux qui permettent d'articuler ces différents thèmes. D'abord, la complexité des décisions médicales, la complexité croissante avec les progrès de la discipline, implique une décision partagée entre plusieurs types d'experts et des choix entre des options thérapeutiques, ce qui requiert de plus en plus la prise en compte des attentes du patient et des valeurs sur lesquelles va se fonder son avis. Et par conséquent, il ne s'agit plus seulement de traiter une maladie, fût-ce en la considérant dans la singularité de son occurrence, mais de soigner une personne en tenant compte de sa singularité, de son histoire et de ses priorités, de ses attentes, de ses valeurs. Alors ce thème, il va être traité dans ces deux axes que j'ai déjà mentionnés, la médecine fondée sur les valeurs et les pratiques de la décision médicale partagée, sur lequel je vais revenir. L'autre champ qui se développe dans le champ des maladies chroniques invalidantes et notamment dans ma discipline, la psychiatrie, c'est l'intérêt pour l'idée que la rémission ou la stabilisation clinique ne sont pas un objectif suffisant. Il est nécessaire de prendre en compte les conséquences fonctionnelles et sociales de la maladie, qui ne dépendent pas seulement de l'évolution clinique de la maladie, et l'impact de ces conséquences sur le devenir de la personne qu'il importe d'optimiser. Tel est désormais l'objectif. Alors, les champs de recherche qui se sont focalisés sur cette question, c'est le paradigme du rétablissement, d'une façon moins explicite, mais c'est le même objectif, le paradigme des soins de suite, et on peut rattacher à cette perspective la conception élargie du soin comme relation sociale. Alors, je vais dire quelques mots sur ces différents axes, en développant plus ceux que je connais mieux, et je citerai, en les développant moins, et je m'en excuse auprès des collègues, ceux dans lesquels je suis moins engagé. Donc la médecine fondée sur les valeurs, un premier part de cette vérité que toute décision médicale repose en réalité sur deux fondements: les faits, la connaissance que l'on a des troubles et des ressources thérapeutiques efficaces, d'une part, mais aussi des valeurs. Et en général, elles sont implicites, considérées comme partagées. Il y a un certain nombre de situations où on s'aperçoit qu'en réalité, il y a des conflits de valeurs qui vont perturber soit la décision médicale et surtout sa mise en œuvre ou son observance. Et finalement, il y a le constat d'une complexité croissante des valeurs qui vont avoir une incidence sur la décision médicale. D'abord, on a affaire aux valeurs du patient, qu'il est évidemment essentiel de prendre en considération, mais aussi de son entourage, qui sont parfois pas les mêmes. Les valeurs des différents types d'experts médicaux qui contribuent à la décision médicale. Les progrès de la médecine conduisent également à un accroissement des options thérapeutiques, en particulier pour des situations graves, et l'arbitrage, la hiérarchisation de ces options suppose évidemment la considération de ces différentes valeurs. Donc la values-based medicine, cette médecine fondée sur des valeurs, se propose de constituer une ressource pour gérer les valeurs complexes et parfois antagonistes ou en tension dans les décisions médicales, finalement un peu de la même manière que l'evidence-based medicine se propose comme une réponse à la complexité croissante des faits et connaissances en matière médicale. Et
ceux qui développent cette approche en Angleterre, notre collègue Fulford, insistent sur sa complémentarité avec l'evidence-based medicine et même plus exactement le fait qu'elle est en réalité comprise, en tout cas dans ceux qui ont conçu la médecine fondée sur des preuves. Selon les concepteurs de cette approche scientifique, comme David Sackett, la médecine fondée sur des preuves repose en réalité sur 3 fondements: les données de preuve, mais deuxièmement, l'expérience clinique du clinicien qui seul est capable de contextualiser l'application pertinente des données scientifiques sur l'efficacité des pratiques, des thérapeutiques, et enfin les valeurs, et au premier rang desquelles les valeurs du patient. Donc, je ne vais pas développer plus, mais vous voyez que cette pratique, elle est centrée sur la personne, elle est par principe multidisciplinaire, et les conflits de valeurs sont arbitrés, non pas en faveur d'un principe ou d'un méta-principe éthique, mais en cherchant un équilibre entre les différents points de vue qui sont tous pris en compte. Et enfin, c'est une approche partenariale qui implique une décision médicale partagée dans laquelle le patient participe. Donc ça, c'est le deuxième thème sur lequel on a déjà des collaborations de recherche avec l'Angleterre, où ce concept... alors, il est assez développé en France dans le champ de la médecine, il est plus nouveau dans le champ de la santé mentale. Bien entendu que ce souci d'aboutir à une décision médicale partagée est l'expression même de la prise en compte des valeurs, attentes et préférences de la personne. Cela confère également un rôle plus actif au patient, qu'il faudrait plus appeler comme ça, qui est ainsi reconnu dans sa singularité, dans sa compétence et comme partie prenante de la décision, ce qui a des effets mesurés comme particulièrement intéressants, favorisant l'alliance thérapeutique, la confiance réciproque et ainsi une meilleure observance du traitement qui permet d'optimiser les résultats thérapeutiques. Alors, en lien avec cet axe, je cite d'autres directions de recherche dont vous allez voir le lien. Les recherches de Livia Velpri, la formalisation du consentement et l'évaluation des capacités en médecine, les dimensions contraignantes des pratiques de soins, la transformation des usages et l'encadrement juridique sur ces dimensions contraignantes dans le champ de la santé mentale. Un autre axe développé par les philosophes personne et personnalité en psychiatrie, une généalogie des troubles de la personnalité, et enfin un axe philosophique sur l'assistance médicale de la procréation. Je voudrais développer un tout petit peu ce paradigme du rétablissement qui me semble une excellente illustration, une illustration d'ailleurs assez radicale de cette prise en compte d'une approche centrée sur la personne. Cette notion trouve son sens dans le contexte contemporain d'un déplacement des préoccupations dans le champ des pathologies chroniques et en particulier en santé mentale pour les pathologies psychiatriques chroniques, déplacement des préoccupations qui ne sont plus seulement focalisées sur la maladie et les moyens de son traitement, mais qui prennent de plus en plus en considération les conséquences fonctionnelles et sociales de la maladie sur la vie quotidienne et les activités de la personne et les moyens d'optimiser la qualité de vie et la reprise d'une vie active. Donc déplacement ou élargissement, si vous voulez, du point de vue, d'une perspective traditionnelle qui était centrée sur la maladie, à une perspective qui est désormais centrée sur la personne et son devenir, dont les déterminants ne sont pas seulement médicaux. Il faut prendre en compte les ressources, souvent positives, de la personne, qui va être un déterminant important de son devenir, et également des facteurs environnementaux, situationnels, qui vont peser sur ce devenir. La pertinence de cette nouvelle approche, elle est liée à, en tout cas on l'observe très nettement en psychiatrie, sans doute dans d'autres champs médicaux concernant les maladies chroniques, d'une disjonction entre l'évolution de la maladie et le devenir de la personne. En psychiatrie, on a des patients qui répondent bien au traitement, comme on dit, qui sont en rémission symptomatique et qui néanmoins restent dans une situation de handicap social, d'isolement, d'inactivité. Et inversement, des patients qui ont des troubles résiduels, sont de moins bons répondeurs au traitement et qui, dans un environnement soutenant, ont une activité régulière dans lequel ils ont une vie sociale et finalement une meilleure qualité de vie. Ce qui suggère de distinguer deux stratégies complémentaires. Certes, continuer d'optimiser l'évolution de la maladie, donc de viser à la rémission symptomatique, mais la deuxième stratégie, c'est d'optimiser le devenir de la personne, et dans ce cas-là, de viser son rétablissement. Dès lors, le focus, c'est l'objectif, qui d'ailleurs reste à définir par la personne elle-même, c'est le réengagement dans une vie active, satisfaisante,
dotée de sens. Et les ressources pour atteindre cet objectif vont être une variable importante. Alors, je voudrais insister sur le fait que cet objectif implique un tournant éthique. Certes, se rétablir dans une vie active et satisfaisante soulève immédiatement la question des choix de vie qu'il revient à la personne de déterminer. Qu'est-ce qu'une vie bonne? C'est une question intrinsèquement éthique, ce n'est pas à la médecine ou à la psychopathologie d'indiquer ou de pousser la personne, d'orienter la personne, sinon elle est, et c'est un des reproches qui est fait à cette approche, elle risque d'être normative et de simplement s'efforcer de ramener les gens dans la normalité sociale. Ce qui suppose donc des pratiques structurées autour de principes éthiques, empowerment, respect des personnes et de leurs choix, promotion de l'autodétermination, attention à l'inclusion sociale, etc. Alors, le paradigme des soins de support, il a été, lui, développé dans le champ, il a émergé dans le champ de l'oncologie. Il réunit l'ensemble des actions médicales et psychosociales destinées à améliorer la vie des personnes dans les dimensions physiques, psychiques et sociales, parallèlement aux soins spécifiques de la maladie. Donc c'est des objectifs convergents et on a l'intention d'avoir des actions communes entre ces deux axes de recherche. Le soin comme relation sociale, comme il a été dit, la maladie n'est plus seulement une question de rapport singulier entre un patient et son médecin, mais s'inscrit dans un environnement où se déploie une multiplicité d'acteurs, de relations et de réseaux, qui ne sont d'ailleurs pas seulement médicaux. Les éthiques du care et les sciences sociales ont mis au jour le caractère relationnel et collaboratif du travail de soin. Donc cet élargissement de la notion de soin, du domaine du soin, a des effets sur la clinique et les systèmes de santé, qu'on peut décliner, multiplication des intervenants, besoin de médiation, mais aussi sur la société au sein de laquelle les aidants naturels, les familles, l'entourage, les associations et les réseaux jouent des rôles de plus en plus importants. Enfin, les deux derniers thèmes que je vais juste évoquer, sur le soin en santé mondiale, donc dans la mondialisation des logiques, des pratiques et des acteurs de santé, la personne apparaît à la fois le point d'application des politiques globales et à l'origine de leur appropriation et transformation locale. Le séminaire qui s'occupe de cette question, de santé mondiale, anticipation, infrastructure, savoir, examine l'espace mondialisé de la santé et ses dispositifs, nouveaux acteurs, cibles et outils, partenariat nouvelle situation, partenariat public-privé, fondation, communauté locale. L'attention est portée sur les infrastructures et dynamiques contemporaines de production de connaissances, d'intervention diagnostique et assurantielle et d'innovation thérapeutique, ainsi que leur géographie dans différents continents. Attention également sur les formes locales prises par la santé mondiale dans les pratiques quotidiennes de prévision épidémiologique, de recherche, de soins, de prise de décision politique. Enfin, la médecine personnalisée. Alors là, un mot, puisqu'elle va être présentée dans les exposés tout à l'heure par M. Lallemand. Deux actions qui sont déjà engagées. Un ouvrage en cours de publication sur l'incertitude et les difficultés de l'implémentation clinique de la médecine personnalisée. Et d'autre part, un travail de recherche sur médecine personnalisée et médecine racialisée, mais je n'ai pas besoin d'en dire plus puisqu'il y a un exposé dédié à ce thème tout à l'heure. Merci Bernard. Je passe donc la parole à Céline Lefebvre pour nous présenter l'axe 3, Histoire et actualité des modes de subjectivation des médecins et des professionnels de santé. Alors, le troisième axe va porter donc sur l'histoire et l'actualité de la formation des médecins et des professionnels de santé, et en particulier la place et le rôle qu'ils jouent en France et dans le monde, les sciences humaines et sociales et les humanités. Je passe sur les éléments de contexte que j'avais prévus, puisqu'en fait on en a déjà cité beaucoup. Notre interrogation, c'est de savoir comment aujourd'hui médecins et soignants constituent leur subjectivité professionnelle, psychique, morale et politique, puisque alors que les études de médecine forment à l'une des activités, on l'a dit aussi comme une évidence tout à l'heure, à un art qui touche à la fois à l'intimité et à la complexité de l'être humain, ces études peuvent être considérées, même si le terme mériterait d'être discuté, elles peuvent être considérées comme déshumanisantes, car fondées sur de multiples processus d'abstraction,
qui, dans la pratique, produisent des effets souvent perçus, en particulier par les patients et par leur entourage, comme délétères. Spécialisation des savoirs, abstraction de la subjectivité du malade, et pas seulement la subjectivité psychique, mais aussi celle que Bernard Pachou a abordée, sa subjectivité éthique et sociale, mais aussi clivage de l'étudiant lui-même, qui, faute de temps et d'énergie, parvient difficilement à se rapporter à ses apprentissages, à ses projets, à ses désirs et à ses angoisses. Coincé entre l'hôpital et la faculté, il peut s'abstraire de la vie ordinaire, de la vie familiale, sociale, culturelle, politique. La tension est bien connue entre l'apprentissage des sciences biomédicales et la formation médicale, c'est-à-dire entre la médecine que la faculté tend à présenter comme une science et qui effectivement se fonde sur les sciences, et le devenir médecin qui se construit à l'hôpital et dans la vie, la transformation subjective que cela implique. Comment appréhender la vulnérabilité et l'angoisse des malades quand on les a soi-même convaincus, voire déniés pour tenir le rythme des études? Comment venir à la singularité des cas et des situations rebelles aux généralités? Et comment construire la rencontre puis l'alliance thérapeutique avec des sujets qui ne se réduisent pas à leur maladie? Le modèle de la spécialisation, de la carrière hospitalo-universitaire, la charge de travail, l'évaluation constante mettent encore beaucoup d'étudiants à distance des questionnements relatifs aux soins, alors qu'en même temps, je l'évoquais, beaucoup d'entre eux expriment le besoin d'être accompagnés dans leur formation scientifique et dans leur formation clinique, et de bénéficier de temps, d'espace et de collectifs où ces questionnements, où leurs questionnements seront éclairés lorsqu'ils surgissent de la confrontation à la vie des personnes malades et au fonctionnement du système de santé. Donc penser cette transformation subjective que constitue le devenir médecin oblige à repenser les études médicales à l'aide d'une alliance qui ne soit pas seulement cosmétique entre sciences biomédicales, sciences sociales et humanité. Alors c'est pourquoi nous proposons une définition large des humanités médicales. On n'y inclut pas seulement, comme on le fait aux États-Unis, la bioéthique et les arts, mais on l'a dit, toutes les sciences humaines et sociales qu'a évoqué Sylvie Faisan, et puis le droit également. Nous ne les concevons pas comme un supplément d'âme, mais comme une partie intégrante de la clinique elle-même, qui rendent possible la compréhension la plus proche possible et la prise en charge d'un patient considéré dans sa singularité, sa globalité et sa complexité. Donc pas comme complémentaire à l'évidence-based medicine, mais comme intégré et à la pratique, et donc devant être intégré à la recherche et à la formation par la même voie. Alors, les recherches ont déjà commencé. On a organisé l'année dernière une première journée sur les humanités médicales afin de comparer l'histoire et la philosophie de la formation et des humanités médicales entre les différents cursus d'études entre France, Canada, Hollande et Grande-Bretagne. Elles vont se poursuivre par un séminaire sur l'histoire de la formation médicale. Un post-doctorat va donc être recruté pour étudier de manière comparative l'histoire et l'actualité de la présence des sciences humaines et sociales et des humanités dans la formation médicale. Et donc, nous organiserons en 2016-2017 un colloque important visant à expliciter cette comparaison et à aussi échanger et pouvoir extraire le plus de propositions pédagogiques innovantes, j'y viens, dans la formation médicale et pour la formation médicale française. Il y a aussi, mais je pense qu'on vous en parlera un peu plus tard, un volet de recherche plus global, justement sur la formation médicale en Afrique. Alors les propositions pédagogiques que nous voulons faire, comme je l'ai dit, elles souhaitent accompagner la formation scientifique et clinique des étudiants, leur fournir une connaissance plus complète et plus complexe et plus concrète de la médecine. Contrairement à ce qu'on pourrait dire, il ne s'agit pas de les éloigner de la pratique ou de la réalité, y compris biomédicale de la médecine, mais au contraire de leur faire approcher son histoire et ses problématiques anthropologiques et épistémologiques. Et donc aider à ce qu'ils se conçoivent et qu'ils conçoivent aussi les patients comme des acteurs politiques, sociaux, scientifiques, éthiques et psychiques, et donc qu'ils puissent agir en sujet réfléchi et responsable. Alors, l'objectif est de nourrir bien sûr le cursus santé et puis aussi les cursus des instituts de formation en soins infirmiers
que ce soit dans les enseignements obligatoires de premier cycle en SHS, des enseignements optionnels qui existent déjà et des diplômes universitaires qui existent également déjà mais qu'on peut enrichir, des UE de sciences humaines et sociales qui existent dans des masters santé communs d'ailleurs à plusieurs établissements à USPC. Nous avons par exemple un projet de dispositif de formation collaborative en humanité médicale que nous venons de déposer dans le cadre de l'appel à projet pédagogique innovant du SPC, qui consisterait à ouvrir plus largement 2 certificats optionnels qui existent déjà depuis 2006 à Paris Diderot en histoire, philosophie et éthique de la médecine et qui s'appuient sur le cinéma. Ils sont déjà ouverts aux étudiants de 3e et 4e année de Paris 7 et l'idée serait d'en faire bénéficier les étudiants de Paris 5 et de Paris 13 et aussi les internes qui seront désireux d'y participer, que ce soit des internes en médecine générale ou d'autres internes. L'idée est donc de les ouvrir aux questions de l'expérience de la maladie et de la relation de soins dans un premier certificat et un autre certificat qui les sensibilise d'une manière plus historique et anthropologique au savoir et au pouvoir de la médecine. Et l'idée aussi, c'est d'y ajouter, d'y articuler un site internet collaboratif d'éthique et humanité médicale, non pour leur donner des recettes ou pour les aider à régler des situations, mais pour leur donner des références, des documents, des notes de synthèse, et également cela à l'aide d'une revue électronique mensuelle. Enfin, l'idée est de faire des propositions pour mieux intégrer les sciences humaines et sociales à la préparation de l'examen classement national à l'internat, puisqu'il n'y a quasiment pas, pour l'instant, d'intégration dans l'évaluation de l'internat de questions de SHS. Or, ce serait tout à fait possible d'intégrer des questions qui relèvent des sciences humaines et sociales, de l'éthique aussi, dans des dossiers progressifs sur telle ou telle pathologie, tel ou tel cas clinique. L'enjeu aussi, c'est de proposer des formations in situ dans les services hospitaliers, au plus près des besoins des praticiens, qui sont destinés à l'ensemble des professionnels, pas seulement à destination des médecins. C'est ce que nous commençons à faire déjà avec un projet de recherche financé par le programme, celui sur les besoins des patients greffés et en attente de greffe. On vous en parlera tout à l'heure bien mieux, projet de recherche donc, qui se déploie à l'hôpital Beaujon, mais cette offre de formation éthique liée à la clinique pourra être étendue à d'autres services s'ils en font bien entendu la demande, s'ils en expriment le besoin. On sera vraiment très heureux de développer ce volet. Et enfin, l'idée, c'est de développer des doubles cursus, et là, je pense que USPC a vraiment une carte à jouer. Nous avons déjà plusieurs masters existants dans lesquels il y a bien entendu beaucoup d'enseignements de SHS liés à la médecine et à la santé, que ce soit à Paris Diderot, à Paris Descartes ou à Paris 13. Donc de faire connaître ces masters auprès des étudiants de médecine, auprès des professionnels de santé, et aussi proposer un nouveau master qui serait un master de recherche médecine et humanité, qui a été déjà validé par l'AERS, qui ouvrira en septembre 2015, dans lequel on voudrait justement proposer des cours non seulement pluridisciplinaires, mais transversaux à 2 voies avec des cliniciens et des spécialistes de l'histoire et de philosophie des sciences, d'anthropologie, de littérature, de psychanalyse. Enfin, tout ça, effectivement, s'appuie sur un réseau international d'enseignants en SHS et en humanité médicale qu'on a commencé un peu à construire dès l'année dernière et dont je vous ai mis quelques éléments institutionnels ici. Voilà, je vous remercie.